Bonjour Lucie, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Marie, bonjour à tous. Tout va bien Lucie? Bien installée pour ce live? Eh ben super, et toi? Bah oui, écoute, c'est Bien. parti. Bien contente de te recevoir. Merci beaucoup d'être présente à ce midi tant attendu par la communauté Freework. Bonjour à tous encore et merci d'être connectés. J'ai déjà beaucoup de commentaires, donc c'est que tout le monde est connecté, donc ça c'est une super nouvelle. Le sujet d'aujourd'hui nous tient quand même sacrément à cœur chez Freework, c'est la partie création d'entreprise. Et grâce à Swappen, on va pouvoir avoir plein de réponses. Et Lucie est une experte, elle va se présenter d'ici quelques secondes. Donc, elle pourra vous dire à quel point elle peut vous accompagner et vous aider dans vos réflexions. Première question importante que Noua vous a déjà posée dans le chat, mais où est-ce que vous en êtes, vous? Est-ce que vous avez déjà créé votre entreprise? Est-ce que vous êtes en réflexion? Et si vous avez déjà créé, est-ce que vous avez des questions sur des changements? Voilà, c'est le moment. Les lives sont faits pour ça. Venez poser vos questions et c'est mon rôle à moi de pouvoir transmettre ces questions-là auprès de Lucie. Et évidemment, on a aussi prévu quelques petites questions pour pouvoir avancer ce midi. Donc, n'oubliez pas, posez vos questions, écrivez-les et on est là pour ça. Bon, petite présentation quand même rapide de qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Freework, c'est la plateforme de référence pour les talents tech, IT. Sur Freework, vous pouvez trouver des jobs, des missions, que ce soit du CDI, du CDD ou des opportunités de mission en freelance, donc d'où la création d'entreprise. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de missions et de jobs. Vous les voyez dessous. Vous avez plus de, si on fait le compte, plus de 10 000 opportunités professionnelles. C'est l'occasion vraiment de pouvoir trouver votre futur pro. Et vous avez également d'autres ressources comme le blog qui vous permet d'avoir des informations techniques, que ce soit sur la création d'entreprise, sur le développement de votre business, sur l'intelligence artificielle, tous ces sujets qui font votre quotidien. Et vous avez également un forum qu'on vous invite à visiter dès à présent. Non, pas dès à présent. Dès que le live sera terminé, pour aller échanger avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que vous et venir échanger avec vos pairs, comme on dit. Donc voilà, n'hésitez plus, inscrivez-vous sur Freework, c'est gratuit et c'est fait pour vous, pro de la tech. Et donc aujourd'hui, on accueille Lucie de Swappen. Lucie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Mais bien sûr, avec plaisir. Bon, déjà, merci Marie et merci Freework de me recevoir aujourd'hui. Je m'appelle donc Lucie. Ça fait plus de 3 ans maintenant que j'accompagne au quotidien des créateurs de sociétés. Et donc, je travaille pour Swappen, qui est tout simplement une entreprise qui accompagne les entrepreneurs à se lancer avec l'objectif de rendre l'entrepreneuriat le plus simple possible. Voilà, tout simplement. Donc, on intervient sur la partie conseil et également sur toute la partie démarche administrative pour créer sa société. Ok, super, merci beaucoup. Donc, Lucie, tu es responsable de l'accompagnement des créateurs. Donc, en fait, tu es confrontée au quotidien, j'imagine, à toutes les questions. Tout à fait, on accompagne tous les créateurs. On est là pour les conseiller sur le choix du statut juridique en fonction de leurs projets et de leurs besoins. Donc, on accompagne vraiment tout type de créateurs. Ça peut être effectivement du consultant, du graphiste ou alors même un restaurant concrètement. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Donc, on est vraiment sur la création au sens large. Alors, aujourd'hui, nous, on va, je pense, se focaliser sur ceux qui nous écoutent, qui sont plutôt en solo entrepreneurs, je pense. Mais faites-nous signe si vous avez une structure un peu plus grosse, mais c'est quand même la plupart des personnes qui suivent Freework. Donc, merci beaucoup encore une fois de pouvoir nous conseiller. Alors, avec ton expérience, Lucie, première question. Est-ce que tu as des recommandations? J'imagine que oui. Quelles sont tes recommandations avant de se lancer? Parce qu'on a quand même pas mal de personnes qui sont en réflexion là aujourd'hui, qui nous écoutent. Quels sont tes conseils?
Avant de se lancer concrètement, donc avant de choisir un statut juridique qui va être le plus adapté à son projet, à son profil, c'est qu'il faut déjà avoir une idée concrète du projet. Donc, par idée concrète, concrètement, il faut avoir une idée du chiffre d'affaires qu'on va générer, une idée des charges qui vont être liées à cette activité-là. Donc ça, c'est les 2 premières informations. Pour avoir une idée du chiffre d'affaires, des charges, ce que vous pouvez faire, c'est un prévisionnel financier, un business plan, pour concrètement que vous sachiez quel va être le chiffre d'affaires que vous allez générer, quelles vont être les charges et quel va être concrètement le bénéfice potentiel que vous allez pouvoir avoir. Donc ça, c'est la première chose à savoir. C'est ce qui va nous orienter sur un statut plutôt qu'un autre dans un premier temps. Après, il y a d'autres choses à prendre en compte. Effectivement, est-ce que vous allez vous lancer seul ou est-ce que vous allez vous associer? Ça, c'est également une possibilité. Et aussi, quelque chose qui est très important, c'est de prendre en compte votre situation personnelle. Parce que souvent, on l'oublie quand on se lance dans le professionnel. Mais il y a vraiment cet aspect à prendre en compte parce que quand vous allez vous lancer, ça va avoir un impact sur votre vie personnelle. Donc, il va vraiment falloir prendre ça en compte. Donc, par situation personnelle, j'entends, est-ce que cette activité, ça va être votre activité principale? Est-ce qu'il va falloir prévoir une rémunération? Au contraire, est-ce que ça va être une activité secondaire? Vous allez rester salarié en parallèle? Ou est-ce que vous allez percevoir des aides, par exemple, de la part de France Travail, qui va être impactant aussi sur le choix du statut. Et autre chose très importante aussi, savoir si vous avez des soucis de santé ou non, parce que si vous avez des soucis de santé particuliers, le choix du statut va être très important parce que la couverture sociale n'est pas la même en fonction des statuts choisis. Et est-ce qu'il y a une influence aussi sur ma situation, j'allais dire maritale? C'est-à-dire, est-ce que si je suis mariée, pacsée, j'ai des enfants, est-ce que ça aussi, ça peut jouer sur mon statut? Alors, forcément, créer une société quand on est marié, alors après, tout dépend du régime. Si on est sur le régime de la séparation de la communauté, votre conjointe va être impliqué d'une manière différente au niveau de la société. Et qui dit marié, qui dit enfant, dit une situation fiscale aussi différente. Donc forcément, si on se verse de la rémunération, ça va impacter la situation fiscale. Donc il y a des statuts qui peuvent être plus avantageux que d'autres en fonction de la situation fiscale où vous êtes. D'accord. Donc si je comprends bien ce que tu nous dis, Lucie, c'est que voilà, on se fait une petite liste de qui on est sur la partie plutôt perso, et puis à un côté business plan. Et ça, c'est une reco qu'on peut faire pour tout le monde, j'imagine, quand on veut se lancer. La première chose, c'est savoir à qui on s'adresse, combien on va vendre. Alors, pour votre information, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent peut-être pas encore bien Freework, sachez qu'on a un baromètre qui permet de se positionner en termes de marché sur des TJM. Donc, si vous avez des doutes, et puis il y a des outils aussi autres qui sont proposés, mais si vous voulez savoir à peu près combien vous pouvez vous vendre et en termes de volume, voilà, vous pouvez aussi vous rapprocher de ça. Et on a fait un live à ce sujet, donc je vous invite aussi à vous connecter sur le live à ce sujet pour avancer sur le business plan. Ok, est-ce que tu as d'autres petites par rapport à ce que tu peux croiser comme histoire et comme création, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues et tu te dis, tiens, ça, il faut aller faire attention à ça ou pas particulièrement? En fait, c'est vraiment qu'il faut que vous ayez une idée concrète de votre projet pour que nous, derrière, du moins que vous soyez accompagnés pour choisir le statut qui soit le plus approprié à vous. Ce qu'on rencontre vraiment assez fréquemment, c'est le consultant qui nous appelle, qui nous dit je veux créer telle société comme mon ami. Oui, mais est-ce que votre ami est dans la même situation que vous? Et souvent, en fait, quand on fait le point, on se rend compte que c'est pas du tout le statut qui est le plus adapté pour cette personne-là, et du coup, on lui conseille un autre statut. Donc, vraiment, faites bien le point sur vous, votre situation, votre projet, pour choisir le statut qui sera le plus adapté, parce que derrière, ça aura un impact sur la situation pro, mais aussi perso. Ouais, donc c'est une phase incontournable. Il faut s'arrêter 2 Ça, secondes et faire une cartographie de ce qu'on va faire. OK, tout à fait. super. Et est-ce que tu peux nous donner également les aides qui sont disponibles? Alors, je vais préciser que nous sommes donc le 20 mai 2025 et que ce que tu vas nous dire là est valable aujourd'hui et sera peut-être pas valable dans quelques temps. Mais en tout cas, voilà, si je veux créer, est-ce que j'ai le droit à des aides? Si je suis au chômage, pas au chômage, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, s'il te plaît? Bien sûr. Ça, c'est une question qui revient très fréquemment. Forcément, c'est quelque chose aussi qui va impacter le choix du statut en fonction des aides dont on va pouvoir bénéficier. Alors, d'un côté, il va avoir les aides, on va dire, plus régionales en fonction de de la zone géographique où vous vous situez, où là, il faut plutôt se renseigner auprès des organismes qui se trouvent dans votre zone géographique, parce qu'en fonction de votre domaine d'activité, de votre expérience, de votre situation, il peut avoir différentes aides. Donc là,
plutôt se renseigner auprès des administrations dans votre zone géographique. Après, on va avoir des aides là qui vont être disponibles pour tout le monde sur tout le territoire français. Donc, par exemple, si vous avez besoin de réaliser un petit emprunt pour débuter l'activité parce que vous allez avoir certaines dépenses que vous ne pouvez pas couvrir avec vos fonds personnels, vous pouvez faire appel, par exemple, à des prêts d'honneur. Par exemple, vous avez l'ADI qui propose ce type de prêt d'honneur. Donc, c'est des prêts d'honneur à 0%. Où vous vous engagez à rembourser tout simplement sur l'honneur. Donc ça peut être très avantageux si vous avez besoin de fonds pour débuter l'activité. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va avoir les aides là qui sont beaucoup plus connues, les aides de la part de France Travail. Donc, France Travail, anciennement Pôle emploi, pour ceux qui n'ont pas encore fait la transition. Du coup, France Travail, vous pouvez en bénéficier si vous étiez salarié et que vous avez obtenu une rupture conventionnelle ou alors que vous avez fait un processus de démission-reconversion. Concrètement, si vous avez juste démissionné, on ne peut pas obtenir directement les aides France Travail. Donc, France Travail, c'est des aides pour lesquelles vous avez cotisé en tant que salarié et dont vous pouvez bénéficier une fois que vous n'êtes plus salarié, que vous avez quitté votre entreprise. Parmi les aides de France Travail, il y a 2 principales aides. Vous avez d'un côté l'ARE et de l'autre côté l'ARCE. Alors, je m'excuse pour les dénominations. C'est assez proche, je sais que c'est assez complexe, donc n'hésitez pas s'il y a besoin de répéter. L'ARE, concrètement, c'est 100% de vos allocations, de vos droits, qui vous sont versés tous les mois. Et là, la condition pour pouvoir en bénéficier, c'est de ne pas se rémunérer via le statut sous lequel vous êtes. Alors, petit point d'attention, c'est qu'il y a une réforme qui est passée donc, en début avril du côté France Travail et que donc, de base, vous bénéficiez de 100% de vos droits versés tous les mois lorsque vous ne vous rémunériez pas. Là, maintenant, il y a une contrepartie, c'est que pour le moment, vous débloquez 60% de la durée totale de vos allocations. Donc, généralement, c'est 18 mois d'allocation quand vous avez cotisé au maximum, hormis si vous dépassez un certain âge. Généralement, c'est 18 mois. Donc, concrètement, vous avez 10 mois d'allocation. Et pour débloquer les 40% restants, donc les mois restants, il faut passer devant une commission. Et la problématique, c'est que vu que la réforme est nouvelle, on n'a pas encore de retour sur qu'est-ce qui va être demandé lors de cette commission. Pour le moment, on a juste un texte. Tout le monde a une interprétation différente. Donc, est-ce que le fait de ne pas vous rémunérer va vous permettre de toucher le reste? C'est possible. Mais est-ce que le fait d'avoir généré du chiffre d'affaires prouve que vous pouviez vous rémunérer? C'est possible aussi que vous ne puissiez pas débloquer ces 40% restants. Donc, c'est vrai que pour le moment, on préfère prévenir effectivement qu'il y a cette réforme. On ne sait pas encore comment elle va être exactement appliquée. Mais en tout cas, pour le moment, pour ceux du moins qui vont s'inscrire là prochainement, vous toucherez 60% de la durée et 40% si la commission accepte. Après, on peut aussi peut-être conseiller, si je me permets, de se rapprocher de son conseiller indemnisation. France Travail. Effectivement, c'est possible aussi. Tout le monde n'a pas forcément toujours la réponse non plus parce que vu que c'est vraiment nouveau, pas forcément de retour pour le moment. Donc ça, c'est l'ARE. C'est concrètement comme une rémunération mensuelle, mais il ne faut pas se rémunérer via la société. L'ARCE, c'est l'autre aide. Donc là, ce n'est pas 100% des droits, mais c'est uniquement 60% de vos droits totaux qui vous sont versés en 2 fois. Une fois à la création de la société, une fois 6 mois plus tard. Et là, à la différence de l'ARE, c'est que vous allez pouvoir vous rémunérer en parallèle. Donc alors, Lucie, par rapport à ce qu'on a pu déjà entendre, c'est que là, avec la réforme d'avril, on pouvait cumuler, par exemple, le statut de micro-entreprise avec l'ARE. Alors, pas forcément, parce que la micro-entreprise, ce n'est pas le statut le plus compatible avec l'ARE, parce que la problématique de la micro-entreprise, c'est que c'est le chiffre d'affaires qui est considéré comme la rémunération. Donc, ce qui veut dire que dès que vous générez 1 euro de chiffre d'affaires, ça vient impacter, redécaler dans le temps votre allocation parce que c'est considéré comme de la rémunération. C'est toujours l'actualité. Ça, c'est toujours le cas, effectivement. Hormis si la micro-entreprise était créée avant la société et que vous avez la continuité d'activité dessus. Mais si vous la créez après, concrètement, après l'inscription à France Travail, votre chiffre d'affaires va venir impacter votre allocation. Donc, c'est pour ça que généralement, la micro-entreprise n'est pas compatible. Par contre, ça peut être compatible avec l'autre aide, la RCE, parce que là, la RCE, on peut se rémunérer. Ok, on touche en 2 fois. C'est un versement en 2 fois de 60% du capital. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Ça, il faut être dans le cadre d'une création d'une reprise de société. Donc, pour ça, il faut fournir des documents, le CABIS, bien sûr, à France Travail ou autre. Et 6 mois plus tard, il faut réactualiser
la situation, donc montrer effectivement qu'on a travaillé sur la société ou autre. C'est France Travail qui vous demanderont des documents particuliers, mais concrètement, ils vous reverseront la deuxième somme si vous correspondez bien toujours aux critères. Ok, super, parfait, merci beaucoup. Est-ce que tu as d'autres aides à Alors, nous... ça, c'est vraiment les principales aides. Il y a une autre aide aussi, mais là, qui est plutôt du côté de l'URSSAF, c'est l'ACRE. Ça se rapproche toujours des aides de l'URSSAF. Donc là, c'est ACRE. Et donc là, ça va être une réduction partielle de vos charges sociales la première année. Donc c'est vrai que ça peut être très avantageux dans le cadre où on souhaite se rémunérer, parce que concrètement, les charges sont quasiment réduites de moitié la première année. Voilà. Donc, quand on est en société, statut de société, SASU, EURL, on l'a automatiquement si on n'en a pas bénéficié auparavant. Si on est en micro-entreprise, il faut remplir certaines conditions et il faut faire la demande. D'accord, ok. Ça répond à Monsieur Bald qui nous dit micro-entreprise plus ARS, c'est possible. Oui, c'est possible. Le versement Oui, c'est ça. de Alors, 42 fois. Alors, ARCE, oui, c'est ça. ARCE, pas de souci, micro-entreprise, c'est totalement compatible. Tout à fait compatible. Ok, super. Juste pour précision par rapport à ce live également, c'est qu'on a fait un live le mois dernier avec l'URSSAF et la micro-entreprise. Vous avez beaucoup d'éléments sur ce sujet-là. Avec Lucie, on va parler un peu de la micro, mais on va surtout se focaliser sur la création d'une entreprise de société, donc une personne morale. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être dès maintenant la différence entre une micro-entreprise et une société, Lucie? Bien sûr. Concrètement, micro-entreprise, c'est un statut qui va être en votre nom propre. Une société, on va créer une personne morale. Donc, qui dit création de personne morale, ça veut dire qu'on va séparer votre patrimoine personnel du patrimoine de la société, ce qui vous permet de mettre à l'abri votre patrimoine personnel. Donc ça, c'est déjà la principale différence. Micro-entreprise ou auto-entreprise aussi, on peut entendre, parce qu'on a souvent la question de est-ce que c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Micro-entreprise, auto-entreprise, c'est un statut qu'on conseille pour les personnes qui souhaitent tester une activité ou qui n'ont pas forcément de visibilité, parce que c'est un statut qui est ultra simplifié. Vous allez pouvoir le créer du jour au lendemain, sans frais particuliers, mais également le fermer du jour au lendemain si l'activité ne fonctionne pas sans frais. Et autre point positif, c'est que au niveau du suivi, concrètement, c'est très simplifié. Pas besoin d'avoir un suivi comptable particulier. La seule chose que vous allez devoir faire, ça va être de déclarer votre chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Du moins, tant que vous ne dépassez pas le seuil de TVA, et déclaration de TVA, mais ça reste beaucoup plus simple qu'une société parce qu'il n'y a pas de bilan, de résultat en fin d'année. Donc très bien quand on souhaite tester une activité, pas forcément de visibilité. Par contre, il y a effectivement des inconvénients. Déjà, il y a un seuil de chiffre d'affaires. Le seuil de chiffre d'affaires dans votre domaine d'activité, donc dans la prestation de services intellectuels, il est de 77 700 euros. Ce seuil-là, vous pouvez le dépasser une année, mais si vous le dépassez 2 années consécutives, vous passerez automatiquement sur un autre statut. Donc ça, c'est la première chose, il y a un seuil limite de chiffre d'affaires. Autre inconvénient de ce statut-là, c'est que concrètement, on n'a pas d'optimisation possible parce que vous allez payer des charges sociales et de l'imposition sur le revenu par rapport au chiffre d'affaires que vous allez générer. Alors, pour le calcul d'imposition sur le revenu, il y a tout de même un abattement qui est prévu d'une trentaine de %. Mais concrètement, sur ce statut, on ne peut pas déduire de charges au réel. Donc, c'est vrai que les personnes qui vont avoir beaucoup de charges liées à l'activité ou alors qui vont commencer à faire un chiffre d'affaires conséquent, ça sera un statut qui ne sera pas forcément adapté. Et là, il faudra plutôt penser à un statut de société. Statut de société, il y a 2 grands statuts possibles. On a soit la SASU. C'est parti, on y va, prenez des notes. Quels sont les statuts de société aujourd'hui? Quels sont leurs avantages, s'il te plaît? C'est ça. Alors, 2 grands statuts, SASU, EURL. Alors, SASU, quand on est plusieurs associés, ça devient la SAS, mais ça reste le même statut. EURL, quand on est plusieurs associés, c'est la SARL, mais ça reste le même statut. On a souvent des questions par rapport à ça. Donc, concrètement, 2 grands statuts, SASU, EURL. EURL, pour faire court, plutôt un statut qu'on conseille pour les personnes qui souhaitent se verser une rémunération mensuelle parce que les charges sociales vont être moins élevées. On est sur 45% de charges sociales par rapport au salaire versé, alors qu'en comparaison, la SASU, on va être plutôt sur 75%. Cette différence, elle va s'expliquer tout simplement parce que vous n'êtes pas rattaché au même régime social. En EURL, vous êtes rattaché à la sécurité sociale des indépendants et vous êtes considéré comme TNS, travailleur non salarié. Ce qui fait que votre protection sociale, étant donné qu'il y a moins de charges sociales, va être plus faible et les cotisations retraite également à salaire égal, en comparaison avec une SASU. En SASU, on va être rattaché au régime général. Donc, on va avoir un statut d'assimilé salarié. Concrètement, on cotise à hauteur d'un salarié cadre en société.
Donc, la différence des charges sociales s'explique par la différence de rattachement au niveau du régime social et la différence de couverture et de cotisation retraite. Mais concrètement, le URL, c'est vraiment le statut qu'on conseille pour les personnes qui souhaitent se verser une rémunération parce que ça permet de se verser plus de rémunération étant donné que les charges sociales sont moins élevées. Si l'aspect protection sociale, cotisation retraite, c'est quelque chose vraiment qui est important pour vous, vous avez la possibilité de prendre des contrats privés qu'on appelle des contrats Madelin en EURL pour vous permettre d'augmenter cette partie protection, cotisation retraite, et c'est directement déductible des charges de la société. D'accord, ok. Et ça, en termes pardon, excuse-moi Lucie, ça m'interpelle ce que tu me dis. Par rapport à ce choix, c'est-à-dire que ça concerne les indépendants, les freelances, donc en fait, on est face à la même situation. Qu'est-ce qui aujourd'hui déclencherait le fait que je cotise plus, je cotise moins? Donc, j'ai bien compris que vous conseillez le URL parce que ça permet de se verser un salaire tous les mois. Mais voilà, qu'est-ce qui déclencherait le choix de l'un ou l'autre? Comment tu pourrais nous éclairer là-dessus? Vraiment, un profil qui souhaite se verser une rémunération mensuelle, on va plutôt l'orienter sur une URL. Alors après, il va falloir aussi prendre en compte sa situation personnelle, c'est-à-dire par exemple, si la personne a des soucis de santé, là, il vaut mieux éviter le URL. Parce que si il souhaite augmenter sa partie protection sociale, cotisation retraite, les contrats privés, c'est comme tout contrat d'assurance, il faut remplir un questionnaire. S'il y a des soucis de santé, soit ça va être très cher, soit l'accès ne sera pas du tout possible. Donc là, à ce moment-là, il vaut mieux partir sur une SASU. Mais un profil qui n'a pas de soucis de santé, qui n'est pas en fin de carrière, qui n'a pas besoin de cotiser de manière très importante sur une courte période pour la retraite, on va plutôt l'orienter sur une URL. La SASU, en comparaison, c'est plutôt un statut qu'on conseille soit pour les personnes qui ont déjà des revenus en parallèle, donc par exemple des personnes qui vont être salariées, qui vont être retraitées, ou qui touchent les allocations France Travail, donc qui ne vont pas avoir besoin de se rémunérer. L'avantage de la SASU quand on ne se rémunère pas, c'est qu'il n'y a pas de minimum de charges sociales à payer, et que c'est également le statut le plus avantageux si en fin d'année, donc en fin d'année comptable, vous souhaitez vous verser des dividendes, parce que le versement de dividendes en SASU est plus avantageux qu'en EURL. Il est taxé à 30%, alors qu'en comparaison, en EURL, on est à un petit peu moins de 60% de taxation. Ok, très bien. Donc, c'est vraiment pas le même fonctionnement. D'un côté, on se verse un salaire tous les mois. De l'autre côté, on attend la fin de l'année pour se verser des dividendes. Ça, tu vas nous préciser ces fonctionnements parce que ça interpelle quand même pas mal. J'ai une question par rapport au statut étranger. Est-ce que tu peux, parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui ont un titre de séjour, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? Est-ce que c'est possible de créer sa boîte quand on a un statut étranger, quand on a un titre de séjour? Oui, tout à fait, c'est possible. Tout va dépendre du titre de séjour que vous avez et effectivement aussi de la zone géographique d'où vous venez, du pays dont vous venez. Si on fait partie de l'Union européenne, on peut créer une société sans avoir la nationalité française. Ça pose pas de souci. Si vous faites partie d'un pays hors Union européenne, là, il faut voir quel type de titre de séjour vous avez. Si c'est le titre de séjour, donc de résidence de 10 ans ou 5 ans, il n'y a pas de problématique pour créer une société. Par contre, si vous avez un titre de séjour de type passeport talent, il faut bien regarder la mention que vous avez derrière ce titre de séjour-là. Et le mieux, c'est que vous téléphoniez directement à votre greffe, parce qu'il y a certains greffes qui acceptent certaines dénominations, alors que d'autres non. Donc voilà. Donc, c'est très spécifique en fonction de là où vous êtes rattaché. D'accord. Généralement, donc, le conseil de Lucie, c'est appeler le greffe pour savoir quelles sont les dispositions possibles pour vous. Si c'est un titre de séjour, passeport talent avec une mention spécifique, notamment s'il y a la mention salarié, il y a certains greffes qui acceptent, la majorité n'accepte pas, mais dans certains cas, ça peut passer. Généralement, pour être sûr qu'on puisse créer une société, il faut que ça soit bien sûr noté création de société. Voilà. Ok, super. Autre petite question, que je sois en URL ou en SASU, je dois avoir un expert comptable? Alors, c'est pas obligatoire d'avoir un expert comptable légalement, mais c'est effectivement fortement recommandé. Parce que contrairement à la micro-entreprise qu'on a vue juste avant, quand on passe sur un statut de société, il y a beaucoup plus d'obligations, qu'elles soient administratives, comptables, fiscales, et donc notamment en fin d'année, le fameux bilan, le compte de résultat, l'alias fiscal, les déclarations tout au long de l'année, que ce soit TVA, imposition sur les sociétés ou autre. Donc là, effectivement, il vaut mieux être accompagné par un cabinet d'expertise comptable sur ce suivi-là, même si ce n'est pas obligatoire, parce que concrètement, certes, ce cabinet, vous allez le payer mensuellement, mais déjà, vous allez avoir un conseiller qui va pouvoir vous accompagner pour tout ce qui va être frais déductibles, vous dire, est-ce que ce frais-là ou non, je peux le passer sur la société. Il
va être là pour vous conseiller et vous permettre d'optimiser un maximum votre résultat, ce que vous ne pourrez pas faire, vous, à titre personnel, ou du moins si vous n'êtes pas de formation comptable. Très bien, tu nous fais le lien direct avec la question que je voulais te poser, Lucie, sur le fonctionnement de la société. Donc, tu nous as parlé de dividendes, tu nous as parlé de frais. Est-ce qu'on peut partir un peu de la base en termes de projection? Parce que tu nous as dit que avant de choisir son statut, il faut aussi imaginer les frais qu'on va avoir. Quel est l'impact des frais? Voilà. Peut-être en balayant la micro, la SASU, le URL, voilà, qu'est-ce qui se passe, comment je fais dans cet univers avec mes frais, mes impôts, etc., etc. Je pose des questions. Alors, la micro-entreprise, c'est très simple. C'est votre chiffre d'affaires. Vous allez payer environ 25% de charges sociales par rapport au chiffre d'affaires que vous générez. Ça, c'est un taux qui évolue en fonction du nombre d'années passées en micro-entreprise. Et vous prenez ce chiffre d'affaires-là. Dans la prestation de service, il y a un abattement de 30%. Donc, vous retirez 30%. Et ça reste votre base de calcul pour l'imposition sur le revenu. Donc, en fonction de votre situation fiscale. Donc, c'est pour ça que c'est très simplifié la micro-entreprise. Pas de frais, pas de défiscalisation. Ouais, pas de frais déductibles. Tout à fait. On paye tout par rapport au chiffre d'affaires. Quand on passe en société, là, c'est un peu différent. On est plus complexe au niveau du fonctionnement, mais il y a plus d'optimisation possible aussi. Donc, que ce soit SASU ou URL, les deux statuts fonctionnent exactement de la même manière, si ce n'est que ça va être différent au niveau des charges sociales et de la taxation des dividendes. Donc, concrètement, comment fonctionne un statut de société? Vous allez avoir votre chiffre d'affaires. À ce chiffre d'affaires-là, on va déduire toutes les charges qui sont liées à l'activité. C'est-à-dire? Concrètement, par exemple, pour un consultant, un développeur informatique, souvent ce qu'on va déduire, c'est les charges liées à l'achat de matériel, ordinateur, téléphone portable, tout ce qui va être logiciel. Également, si la société, ce qui est souvent le cas pour les prestataires, si la société est domiciliée chez vous, vous pouvez déduire une part de votre loyer. Même si vous êtes propriétaire, on calcule une certaine somme. Tout ce qui va être également charge mixte, donc électricité au gaz, facture internet, téléphone. Si vous êtes amené à vous déplacer dans le cadre de votre activité, frais de déplacement, frais de repas pris à l'extérieur le midi, si vous invitez des clients à déjeuner, à dîner, voilà. Tout ça, ça va être déductible. Concrètement, je vous ai fait vraiment une liste assez succincte des frais, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout ce qui est en lien avec votre activité peut être déduit. Bien sûr, il faut qu'il y ait derrière une facture et concrètement, derrière, il faut que ça reste cohérent par rapport au chiffre d'affaires que vous générez. Spoiler alerte, on ne peut pas passer ses vacances sur sa société ou son mariage. J'ai déjà eu ces questions-là, ce n'est pas possible. Voilà. On peut tenter de poser la question, mais on ne peut pas tenter de le faire. Vaut mieux pas. On peut tenter, l'expert comptable en fin d'année n'acceptera pas en tout cas ces dépenses-là. Mais voilà. Concrètement, tout ce qui est en lien avec votre activité peut être déductible de la société. Donc, c'est de ça qu'on entend frais déductibles. Donc, chiffre d'affaires, moins tous les frais liés à votre activité, moins votre rémunération, plus les charges sociales liées à la rémunération. Si on est en EURL, rémunération plus 45% de charges sociales. Donc, exemple très simple, vous souhaitez vous rémunérer à hauteur de 1 000 euros de votre société, il faudra sortir au total 1 450 euros. 1 000 euros pour vous, 450 euros pour l'URSSAF. Si on est en SASU, 75%, donc 1 750 euros au total. Bien sûr, je précise que ce que vous allez vous verser en termes de rémunération, derrière, vous payerez aussi de l'imposition sur le revenu, en fonction de votre situation fiscale. Parce que ça, on n'a pas toujours ça en tête, mais il y a effectivement de l'imposition sur le revenu à payer sur les revenus que vous percevez. Et je précise également que quand on dit on donne à l'URSSAF, on cotise à l'URSSAF. On cotise, oui. Et que c'est important parce que c'est nos cotisations sociales qui nous permettent de bénéficier des avantages de la couverture sociale. C'est ce qui vous permet d'avoir une protection sociale et de cotiser pour la retraite. S'il n'y a pas de rémunération, que ce soit sur un statut ou l'autre, pas de cotisation, pas de protection sociale. Donc, chiffre d'affaires, moins les charges, moins la rémunération, on obtient votre résultat. Ce résultat, il va être imposé à l'impôt sur les sociétés. Là, vous avez deux seuils. Un premier seuil à 15%, c'est jusqu'à 42 500 euros de résultat. Tout ce qui va dépasser ces 42 500 sera imposé à 25%. Exemple très simple pour illustrer, 45 000 euros de résultat, 42 500 euros seront imposés à 15%, les 2 500 euros restants seront imposés à 25%. Ah oui, donc c'est tout ce qui est en plus. Tout ce qui est en plus, tout à fait. On bascule pas tout à 25%. C'est ça. C'est évolutif comme concrètement l'imposition sur le revenu. Oui, c'est des tranches. Tout à fait.
Une fois que vous avez payé cet impôt sur les sociétés, on obtient votre déficit ou votre bénéfice. Généralement plutôt un bénéfice. Si c'est un bénéfice, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez l'argent dans la société, donc dans la trésorerie, à ce moment-là, il n'y a plus rien à payer. Soit vous pouvez vous reverser cet argent-là sous la forme de dividendes. Donc c'est pour ça qu'on distingue rémunération et dividende. Dividende, c'est vraiment par rapport aux bénéfices que vous pouvez vous verser en fin d'année après votre clôture comptable au moment du bilan. Ces dividendes, pour se les reverser à titre personnel, il va falloir payer une taxe qui va dépendre du statut. En EURL, c'est considéré comme de la rémunération, donc 45% de charges sociales plus 12,8% d'imposition sur le revenu. Donc là, c'est un taux fixe d'imposition sur le revenu qui est appliqué. En SASU, c'est plus avantageux. On a la flat tax qui est à 30% et qui comprend à la fois les prélèvements sociaux et l'imposition sur le revenu. Donc, même taux d'imposition sur le revenu. Donc concrètement, une fois que vous avez payé la taxe sur les dividendes, vous n'avez plus rien d'autre à payer et les revenus que vous versez ne viennent pas s'ajouter à votre revenu fiscal de référence. Donc c'est pour ça que dans certains cas, il est avantageux de se verser une partie en dividendes pour éviter d'impacter la situation fiscale. Ok, très bien. Et ça, on fait un point annuel avec comment on fait pour anticiper? Parce que quand on est free, voilà, on a les missions qui rentrent. Alors, si on a une mission longue et on peut dès le départ se projeter, mais si on a plusieurs missions, comment on peut faire pour se projeter? Est-ce que tu as un conseil par rapport à ça? Alors, déjà, dans un premier temps, l'idée, c'est vraiment de faire un point avec un conseiller pour vous orienter sur le statut qui sera le plus adapté. En fonction de votre statut, après, c'est le comptable qui prendra le relais une fois que la société sera créée et qui sera là pour vous accompagner sur ces questions d'optimisation. Souvent, moi, j'accompagnais effectivement des personnes, des freelances qui étaient en EURL. On avait une question d'arbitrage en fin d'année en fonction du chiffre d'affaires généré entre la rémunération versée et les dividendes. Parce que là, il faut prendre en compte la situation fiscale de la personne, parce que si en versant trop de rémunération, on dépasse une tranche d'imposition sur le revenu, il est potentiellement plus avantageux de se verser une petite partie en dividende. D'accord, ok, Voilà. je comprends. Ça, J'ai une c'est tout question. le sujet du suivi comptable. Ouais. Oui, c'est ça. Il faut pouvoir vraiment anticiper grâce aux conseils et au suivi du comptable. Une question par rapport aux avantages et inconvénients entre l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés en tant que SASU. Oui. Alors, la SASU, effectivement, là, je vous ai expliqué l'imposition sur les sociétés parce que c'est le statut qui est le plus courant. Il existe une option à l'imposition sur le revenu. C'est un statut qu'on évite généralement de conseiller parce que c'est un statut qui a certes des avantages, mais qui a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est-à-dire qu'en SASU, à l'imposition sur le revenu, vous allez avoir votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir déduire toutes les charges liées à votre activité et on obtient votre résultat. Ce résultat, vous allez payer 17% de prélèvements sociaux, donc 17,2% de prélèvements sociaux, et vous allez payer de l'imposition sur le revenu par rapport au résultat généré. Donc, ça peut être très avantageux pour les personnes qui ont des situations fiscales avantageuses, généralement qui sont mariées, où le conjoint, la conjointe ne travaille pas forcément, ou qui ont plusieurs enfants, parce qu'ils vont payer très peu d'imposition dessus. Par contre, c'est un statut, même si on paye des prélèvements sociaux dessus, c'est un statut qui ne nous permet pas d'avoir une protection sociale ou des cotisations retraite. Les 17% de prélèvements sociaux ne vous permettent pas de cotiser. Donc, D'accord. concrètement, c'est un statut qui a très rapidement des limites si la partie protection sociale, cotisation, est quelque chose d'important pour vous. Il y a la possibilité de se verser de la rémunération sous ce statut-là, comme sur une SASU classique, mais pareil, ça sera imposé à 75% de charges sociales. D'accord, ok. Parce que tout à l'heure, tu nous disais que dans le cadre de la SASU, on est assimilé salarié. Mhm. Donc, même si on est assimilé salarié, on paye l'impôt sur les sociétés et pas l'impôt sur le revenu. C'est les deux. Si on se verse de la rémunération, il y a l'imposition sur le revenu par rapport à la rémunération versée. D'accord. Et s'il y a un résultat, donc c'est-à-dire si concrètement, quand on déduit toutes les charges, quand on déduit la rémunération, il reste quand même de l'argent dans la société, il faudra payer de l'imposition sur les sociétés par rapport au résultat. Ok, donc on est sur les deux parties. C'est ça. C'est D'accord. ça. Là, c'est la Revenu. SASU à l'imposition sur les sociétés. La SASU à l'imposition sur le revenu, il n'y a pas d'imposition sur les sociétés à payer parce qu'on paye de l'imposition sur le revenu par rapport au résultat généré. D'accord, ok, très bien. Alors, si on rentre dans une situation un peu cas pratique, je suis aujourd'hui micro-entrepreneur et j'ai pour projection de dépasser le plafond. Je me suis fait une belle année, ça fait 2 fois, voilà. Donc, je suis vraiment dans la dynamique
de créer autre chose. Et je suis solo, j'ai pas d'enfant, je ne suis pas mariée, enfin voilà. Quelles sont pour toi les recommandations assez spontanées? Je fais, allez, c'est une belle année, je fais 120 K de chiffre d'affaires sur l'année. Est-ce que OK. tu peux nous dire, voilà, qu'est-ce que tu conseillerais dans cette situation? C'est un cas qu'on rencontre assez fréquemment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui testent l'activité en micro-entreprise quand ils n'ont pas Mmh. forcément de visibilité pour passer par la suite en société. Concrètement, dans ce cadre-là, alors je demanderai à la personne si cette activité-là, c'est son activité principale, si elle a besoin de se verser une rémunération et surtout, OK. est-ce qu'elle a des problèmes de santé ou non. Si elle n'a pas de problème de santé, je l'orienterai plutôt sur une EURL, qui est le statut qu'on conseille pour se verser une rémunération et qui est souvent la poursuite de la micro-entreprise. D'accord, et c'est quoi la différence avec l'EIRL? Alors, le IRL, c'est un statut qui n'existe plus. Ah, l'EI au réel. Le I, c'est ça, c'est l'entreprise individuelle. L'entreprise individuelle, c'est un statut concrètement en nom propre qui va fonctionner de la même manière qu'une URL, qu'on conseille peu parce que tout simplement, il fonctionne, c'est les mêmes charges sociales que le URL, mais qui laisse moins de possibilités d'optimisation. C'est-à-dire qu'avec une URL, s'il reste de la trésorerie dans votre société et que vous avez la volonté, par exemple, d'investir dans d'autres sociétés, d'investir dans l'immobilier, ça sera possible. Donc, ça laisse plus de possibilités d'optimisation. Alors qu'une entreprise individuelle, donc une EI au réel, vous n'allez pas pouvoir faire ces choses-là parce que c'est en votre nom propre. D'accord, OK. Donc, La grosse différence, l'avant, c'est que le nom propre, c'est quand même une personne morale, donc c'est même c'est fonctionnement, ça, mais pas le même, d'accord. tout à fait. Entreprise individuelle, micro-entreprise en nom propre, société, personne morale. OK, Voilà. Donc, très c'est la bien. grosse différence. En fait, on peut passer d'une micro-entreprise à une entreprise individuelle au réel. Il suffit de faire une déclaration. Donc, vous conservez l'antériorité. Si on passe d'une micro-entreprise à une société, il faut fermer la micro-entreprise pour recréer une société. Donc, vu qu'on crée une personne morale, on ne peut pas garder la micro-entreprise et on va changer de numéro de SIRET. Okay. Mmh. C'est ça. OK. À voir depuis combien de temps la micro-entreprise est ouverte également, parce que si ça fait plus d'un certain temps, en fonction du chiffre d'affaires généré, il y a potentiellement aussi un avantage à valoriser cette micro-entreprise. Généralement, c'est si ça fait plus de 5 ans qu'il y a un certain chiffre d'affaires, on peut valoriser cette micro-entreprise pour recréer la société derrière. D'accord. Ça veut dire quoi, valoriser cette entreprise? C'est-à-dire concrètement calculer la valeur de la micro-entreprise, parce que D'accord. si vous avez travaillé pendant plusieurs années sur ce statut de micro-entreprise, forcément, elle a pris de la valeur pour apporter cette valeur-là à la société. Et vous permet de faire des gains qui sont plus ou moins imposés en fonction de la situation. OK, très bien. Donc ça aussi, et ça, pour le coup, on peut se faire accompagner également pour faire ce choix-là, Tout à fait, oui, cette bascule? c'est ça, c'est ça. Il faut voir depuis D'accord. combien de temps vous avez la micro-entreprise, quel est le chiffre d'affaires, et en fonction de ça, on peut vous dire s'il y aura un intérêt ou non à faire cette valorisation. OK, très bien. Je vais juste regarder si j'ai des petites questions. Bien sûr. J'ai vu qu'il y avait des questions mais non, je crois qu'on a balayé toutes les questions qu'on avait. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en poser à Lucie. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous conseillez une micro-entreprise dans un cas de début d'une activité et ensuite basculer en SASU URL une fois le chiffre d'affaires max atteint? Donc, on a bien compris que vous conseillez le URL si on est en conseil solo et sans problème de voilà, quelconque. C'est ça, Okay. c'est ça. Si c'est activité principale, pas de souci de santé particulier, plutôt Voilà. URL. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La réglementation, on en a parlé. L'étranger, on en a parlé. J'ai une autre petite question. Si je crée ma micro-entreprise, et que je cherche du travail en parallèle, est-ce que le chiffre d'affaires, j'essaie de reformuler, de comprendre la question, est-ce que le chiffre d'affaires que l'on va générer va impacter, pardon, est-ce que le salaire qu'on a déjà impacte le montant du chiffre d'affaires et donc les plafonds de la micro-entreprise? Alors non, le salaire que vous allez percevoir en tant que salarié ne vient pas s'ajouter au chiffre d'affaires de la micro-entreprise. C'est vraiment deux éléments distincts. Par contre, le salaire que vous allez toucher en tant que salarié et le chiffre d'affaires que vous générez en micro-entreprise, moins l'abattement, les 30%, ça va venir s'ajouter à votre revenu fiscal de référence. Donc c'est pour ça que dans certains cas où quand vous êtes salarié en parallèle et que vous comptez faire un chiffre d'affaires qui va être important, il y a un enjeu à potentiellement pas partir sur une micro-entreprise parce que
si on rajoute 20 000 € à votre revenu fiscal de référence en tant que salarié, vous risquez de dépasser très rapidement des tranches d'imposition sur le revenu. Donc, ça devient très rapidement moins avantageux. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, souvent, les personnes qui sont salariées partent plutôt sur une SASU pour éviter de payer des charges sociales dans le vent, étant donné que vous êtes déjà protégé sur la partie protection sociale, cotisation retraite avec votre emploi salarié, et plutôt se verser des dividendes en fin d'année, où là, en plus, le montant que vous vous versez ne viendra pas impacter votre revenu fiscal de référence. Ok, très clair. Merci beaucoup pour la réponse précise. Donc, écoutez bien. Je rappelle aussi que le live sera en replay. Donc, si vous voulez vous repasser le passage qui vous correspond, bah voilà, vous aurez accès à tous ces éléments. J'ai une question. À ton avis, quel est le meilleur statut quand on est à 10 ans de la retraite? Alors là, ça dépend de la situation. Alors, généralement, quand on dit qu'on s'approche à 5 ans de la retraite, tout dépend comment la personne veut cotiser, mais on oriente plutôt vers un statut de SASU. C'est un statut qui est adapté aux personnes en fin de carrière qui souhaitent cotiser encore de manière conséquente avec les charges sociales qui sont assez élevées. C'est vrai que ça permet d'avoir des cotisations liées à la retraite qui vont être assez bonnes. Donc, les personnes en fin de carrière, on les oriente plutôt sur un statut de SASU. Après, il faut savoir... Oui, c'est ça. Il faut savoir qu'on a parlé d'un passage de micro-entreprise à société, donc fermer la micro-entreprise pour créer la société. On peut aussi passer d'un statut de société à un autre. C'est-à-dire qu'on peut débuter sur une SASU. Par exemple, c'est souvent le cas des personnes qui vont toucher les ARE de la part de France Travail, donc les allocations mensuelles. Ils débutent sur une SASU pendant les 18 mois de leur allocation. Et à la fin, l'idée, c'est de refaire un point avec eux pour une rebascule potentiellement en EURL qui sera plus avantageuse pour le versement de salaire. Donc, c'est possible de basculer. Est-ce que ça coûte de l'argent? Ouais. Ça coûte de l'argent, c'est des formalités juridiques. Toute modification sur une société, concrètement, ça a un coût. Alors, ça dépend de l'accompagnement des honoraires qui sont appliqués par le cabinet. Il faut compter généralement autour de 1 500 € pour une bascule d'un statut à un autre. Ça peut être plus cher dans l'autre sens. Alors, SASU, EURL, 1 500 €. EURL, SASU, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus cher. Il faut compter, je pense, environ 2 000 €. D'accord. Et EI au réel, donc ceux qui ont basculé sur la micro avec des frais. Est-ce qu'il y a des frais aussi de création pour la bascule URL pour faire une société? Pour basculer d'une entreprise individuelle à la société? Oui. Est-ce que ça coûte de l'argent? Entreprise au réel, passage en société, là, c'est un peu plus complexe parce que entreprise individuelle au réel, c'est en fait au niveau des obligations, on est quasiment comme une société, c'est-à-dire qu'il y a un bilan à faire en fin d'année ou autre, on peut déduire des charges. Donc, un peu plus complexe. Pour fermer l'entreprise individuelle, il faut généralement la valoriser. Donc ça, il y a des frais liés à la valorisation pour après apporter ça à la nouvelle société. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas la bascule la plus simple et elle risque d'être assez chère. C'est pour ça que généralement, les personnes qui sont en micro-entreprise, plutôt que de basculer en entreprise individuelle au réel, si elles ont une volonté d'investissement par la suite de la trésorerie, on les bascule automatiquement sur une URL ou une SASU pour qu'elles aient ces possibilités-là. Ok, très bien. Ça répond à beaucoup de questions qui sont posées. Est-ce qu'on peut être créateur de 2 entreprises? Alors, oui. Tout dépend les domaines d'activité, tout dépend les statuts. Est-ce que si c'est la même activité, mais pour optimiser, je mets une partie en URL et une partie en SASU? Est-ce que c'est possible ou pas? Alors ça, il faut pouvoir le justifier. Souvent, on a le cas de la personne qui est en micro-entreprise, consultant en micro-entreprise, et qui veut créer une société tout en gardant son statut de micro-entreprise. Concrètement, une micro-entreprise, une société dans le même domaine d'activité, c'est très risqué parce que ça veut dire que d'un côté, vous bénéficiez du statut avantageux de la micro-entreprise avec peu de charges sociales et vous profitez de la société où vous pouvez déduire toutes vos charges. Donc ça, concrètement, ça sera qualifié d'abus de bien social s'il y a un contrôle. Donc vraiment, pas de micro-entreprise et de société dans le même domaine d'activité. 2 sociétés dans le même domaine d'activité, il faut que ça soit justifiable. C'est-à-dire, par exemple, alors, dans le domaine du consulting, c'est un peu compliqué parce que c'est plus compliqué, mais par exemple, pour un restaurant qui est dans une zone géographique et qui va être dans une autre ville, on peut avoir 2 sociétés, c'est justifiable. Dans le domaine consulting, freelance ou autre, c'est un peu plus difficile, hormis si on s'associe dans une autre société ou autre. Là, oui, il n'y a pas de problématique. Mais du moins, il vaut mieux que ce soit 2 activités différentes. Du moins, si on veut créer 2. Oui, ok. En tout cas, 2 activités différentes ou une société, quoi. Voilà, c'est ça. À savoir qu'en plus, si c'est 2 activités donc différentes, par exemple, je ne sais pas, j'ai une micro-entreprise dans un domaine d'activité et une société dans un autre domaine d'activité,
C'est possible, mais par exemple, on ne peut pas avoir une micro-entreprise et une URL. Ça, c'est pas possible. Parce que sur les deux statuts, on est rattaché au même régime, c'est-à-dire TNS, travailleur non salarié, et ça pose des problématiques avec l'URSSAF. Donc, pas possible d'avoir une micro et une URL. Par contre, c'est possible d'avoir une micro dans un domaine d'activité et une SASU dans un autre domaine d'activité. Ça pose pas de souci. Ok, très bien. Donc, par exemple, j'en ai un complètement fou, mais je fais des colliers en perles en micro-entreprise. Dans tous les cas, si je fais du conseil à côté, je dois créer une SASU. Je n'ai pas le choix. Alors non, parce qu'on peut avoir plusieurs activités sur une micro-entreprise. C'est comme une société d'ailleurs. On peut ajouter autant d'activités qu'on le souhaite. C'est juste qu'il y a une hiérarchisation des activités. Par exemple, on a souvent le cas quand on est consultant, on va aussi ajouter une activité de développeur, de formation ou autre. C'est possible totalement sur une société. On peut avoir une activité principale qui est celle qui va générer le plus de chiffre d'affaires. Et c'est de cette activité-là que va découler le code APE, donc c'est le code d'identification qui est donné directement donc, par le greffe. Et après, on peut avoir des activités secondaires. Donc, par exemple, je suis consultant en informatique. Derrière, je fais de la vente de matériel et je fais aussi de la formation. C'est totalement possible. Très bien, c'est très clair. J'ai une question sur l'association. Tu en as déjà parlé, mais on va le redire. Quel est le meilleur statut pour une association? Une associée, pas une association, loi. D'accord. Pour les personnes qui souhaitent s'associer, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, quand on souhaite s'associer, déjà, on part automatiquement sur un statut de société parce qu'on ne peut pas être en micro-entreprise ou en entreprise individuelle étant donné que c'est en nom propre. Donc, forcément, on part sur une personne morale. Donc, soit on part sur la SAS, qui est la même chose que la SASU, soit la SARL, qui est la même chose que le URL. Tout dépend quelle est la situation des associés. Ça, c'est ça qui va être à prendre en compte. Ça reste la même chose quand on est à titre personnel. Si les associés ont besoin plutôt d'une rémunération mensuelle, qu'il n'y a pas de souci de santé particulier, on partira plutôt sur une SARL. Si au contraire, les associés sont salariés en parallèle ou touchent des allocations ou autres, là, on va plutôt partir sur une SAS. La SAS, c'est un statut, si au départ vous lancez seul, c'est un statut qui est plus simple pour ajouter des associés par la suite. Donc, tout dépend aussi à quel moment vous souhaitez ajouter des associés. Les statuts de la SAS sont plus souples, donc ce qui permet d'ajouter des associés plus facilement. C'est pour ça que souvent les startups ou autres sont souvent sous ce statut-là, parce que vu qu'il y a des investisseurs qui vont entrer par la suite, c'est beaucoup plus facile. Les statuts d'une URL et SARL sont plus rigides, donc s'associer par la suite est un peu plus complexe, mais ça reste tout de même totalement possible. Ok, très bien. On a beaucoup de questions sur des cas un peu plus personnels à chaque fois. Donc moi, ce que je vous propose, et on l'a déjà dit, mais chez Swappen, vous faites un rendez-vous gratuit pour la création d'entreprise pour justement faire ce diagnostic complet de votre état des lieux personnel et d'ambition pour pouvoir choisir le bon statut. Donc concrètement, par où je commence? Donc, 1, je fais ma petite cartographie. 2, vous contactez Swappen et on vous conseille sur le statut qui est le plus adapté. Et 3, après, il faut créer la société. D'accord. Une fois qu'on a choisi le statut le plus adapté à la situation. Et la création d'entreprise, elle peut se faire en ligne directement? Il y a des sites qui sont dédiés ou est-ce qu'il faut passer par un intermédiaire? Alors, tout dépend le statut. Si on est sur un statut de micro-entreprise, pas besoin d'accompagnement particulier. Il vous suffit de remplir sur le site du guichet unique un formulaire qui vous permet de créer votre statut. Une fois le formulaire rempli, ça dure une trentaine de minutes. Vous recevez généralement votre cabis sous 24 à 72 heures. Et après, vous pouvez débuter votre activité. Donc, micro-entreprise, très simple, pas besoin d'accompagnement particulier. Si on crée une société, là, c'est un peu différent parce que, comme on l'a dit, on crée une personne morale. Donc, là, on a des obligations et c'est pour ça qu'il vaut mieux se faire accompagner, même si, bien sûr, on peut le faire seul, mais il faut avoir certaines compétences tout de même. Notamment, il faut rédiger des statuts. Donc, les statuts, c'est le document qui va tout simplement récapituler toutes les règles qui vont encadrer la société. Qui est l'associé, quelles sont les parts de l'associé dans la société, quel est l'apport que la personne a fait pour créer sa société. Voilà, donc c'est un document très juridique qu'il faut rédiger. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour créer une société, il faut déposer un capital. Ce qui n'est pas en micro-entreprise. Capital légal minimum, c'est 1 euro. Tout le monde concrètement peut créer une société. Cependant, on ne conseille pas forcément de déposer 1 euro de capital parce que c'est une somme qui va être visible par vos potentiels clients
sur des sites internet en tapant juste le nom de votre société ou votre nom, prénom. Donc 1 euro, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en termes de crédibilité, de gage de confiance, c'est pas forcément une somme qui est rassurante. C'est pour ça qu'on conseille de déposer une somme un peu plus importante. Généralement, on conseille entre 500 et 2000 euros, notamment pour des freelances, on conseille 1000 euros de capital, c'est très bien, ça permet d'avoir un peu de crédibilité. Et derrière, ça sera votre trésorerie de départ. C'est-à-dire que le capital que vous déposez, ce n'est pas une somme qui va être bloquée. En fait, c'est un virement que vous allez faire de votre compte personnel vers le compte, soit une banque, soit un notaire. Cet établissement va conserver les fonds le temps de la création de la société et il les reversera sur le compte professionnel de la société. Donc cette somme-là ne sera pas bloquée, elle pourra vous permettre de faire face aux premiers frais liés à l'activité. La seule chose que vous ne pourrez pas faire, c'est vous le rembourser à titre personnel. Ça, c'est pas possible. D'accord. Ça appartient à la société. En fait, c'est le premier argent que l'on donne, nous, en tant qu'individu, à notre société. Tout à fait. C'est la trésorerie de départ, exactement. Okay. Donc, c'est pour ça que quand on est freelance, 1000 euros, c'est très bien. Après, tout dépend de la typologie de client que vous avez aussi, mais généralement, ça convient très bien. Donc, les statuts, le dépôt de capital. Il faut aussi faire une publication dans un journal officiel, comme quoi la société va être créée. Une fois que vous avez ces documents-là, qui sont les principaux, il y a des documents à remplir qu'on appelle des CERFA, qui sont plus ou moins complexes. On connaît tous l'administration française. Voilà. Si vous cochez une mauvaise petite case, ça peut avoir un impact très important. Voilà. Et donc après, vous déposez tous les documents au greffe. Le greffe traite votre dossier, donc il immatricule votre société. En fonction des délais du greffe, ça dépend de la zone géographique, qu'il faut compter généralement 1 à 2 semaines pour recevoir votre cabis. Et une fois que vous avez votre cabis, vous pouvez débuter l'activité. Ok. Et ça prend du temps? C'est-à-dire que voilà, je me dis là, hop, j'ai une opportunité professionnelle que j'ai trouvée sur Freework et je dois y répondre. Combien de temps ça prend si je veux créer vraiment ma boîte? Tout dépend si vous êtes accompagné ou non. Si vous êtes seul, ça prendra forcément plus de temps parce que j'imagine que vous n'êtes pas des experts en rédaction des statuts, en démarche administrative. Si vous faites accompagner, nous, par exemple, chez Swappen, on prend en charge toute la partie administrative. Donc, typiquement, les statuts, on vous les fournit sous 24 à 48 heures. On vous propose une solution pour déposer le capital auprès de notre notaire, ce qui permet de réduire les délais à ce niveau-là. Et après, on dépose tous les documents au greffe. Donc, après les délais du greffe, comme j'ai dit, il faut compter 1 à 2 semaines pour recevoir un cabis. Mais on peut fixer une date de début d'activité, la date de démarrage légal, avant la réception du cabis. Donc voilà, on a des solutions à proposer pour les personnes qui ont besoin effectivement de débuter une activité le plus rapidement possible. Parce que des fois, c'est ce qui peut arriver, c'est qu'on ne sait pas trop et en même temps, on a une belle opportunité qui s'offre à nous, mais c'est que du freelancing. Donc voilà, il y a la micro-entreprise qui peut se faire rapidement, mais on peut aussi créer grâce, entre autres, à Swappen, assez rapidement pour y répondre. On a déjà eu des cabis en 1 semaine, concrètement. En démarrant les démarches début de semaine, la personne nous contacte début de semaine, fin de semaine, on recevait le cabis. Après, les délais du greffe, on n'a pas toujours la main dessus. Enfin, on n'a pas la main dessus d'ailleurs du tout. Donc, il y en a qui vont être un peu plus longs. Il y en a, souvent, le lendemain, on reçoit le cabis. D'autant plus que l'activité de freelance, consultant, développeur informatique, ce sont des activités qui ne sont pas réglementées. Donc, ce qui permet aussi de gagner en termes de délai derrière. Ça va assez vite. Je comprends, on comprend. Nous avons une petite question sur la CFE. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Oui. Et qui en paye ou qui n'en paye pas? Ok. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. J'ai pour habitude de dire que c'est en quelque sorte la taxe d'habitation pour les sociétés. En fait, cette CFE-là, tout le monde la paye. Enfin, toutes les entreprises la payent, concrètement. Vous en êtes, de manière générale, exonéré la première année. Alors, il y a certaines zones géographiques où il n'y a pas cette exonération, mais de manière générale, vous en êtes exonéré la première année d'activité. Okay. C'est une taxe qui est déclarée au mois de décembre et qui est payée concrètement dans la foulée. C'est la seule taxe pour laquelle on ne peut pas vous donner de montant en amont parce que concrètement, elle prend énormément de critères. Donc, il n'y a que le service d'impôt qui fait ce calcul-là. Parmi les critères, il y a un critère de chiffre d'affaires, il y a un critère de zone géographique et surtout le nombre de sociétés qu'il va avoir autour de votre zone géographique. Ah oui, vraiment comme la taxe d'habitation, effectivement. C'est ça. Et donc, par exemple, les CFE ont pour habitude d'être un peu moins élevés à Paris parce qu'il y a beaucoup de sociétés et un peu plus élevés en province. Après, là, l'écart se réduit quand même ces dernières années à ce niveau-là. Donc, voilà. Mais concrètement, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une CFE à 0 si on n'a pas de chiffre d'affaires, du coup?
C'est possible, il me semble. Alors, je ne l'ai jamais vu encore. Il y a toujours quand même une petite CFE à payer, mais je pense que c'est OK. possible. Très bien. Merci beaucoup, Lucie. Je crois qu'on a parcouru toutes les questions qui ont été posées. Encore une fois, le conseil, c'est faites-vous accompagner. C'est quand même le plus facile, même si tu nous as décortiqué chaque situation. Et merci encore parce que choisir son statut, c'est un vrai, vrai sujet d'entrepreneuriat. Même si j'ai entendu aussi qu'on pouvait basculer quand même des uns aux autres. Donc voilà, rien n'est figé. Mais plus on anticipe et plus on fait sa petite feuille de route, et mieux c'est. Lucie, merci. Merci à tous pour toutes vos questions parce que vous avez été hyper dynamique lors de ce live. On a eu plein de questions et vous pouvez prendre rendez-vous tout simplement, je crois, Lucie. C'est ça. Normalement, vous avez aussi un lien pour pouvoir directement prendre rendez-vous donc avec Swappen, avec un des conseillers. À savoir que du coup, nous, on vous accompagne sur la partie conseil. On vient déjà d'aborder plusieurs points aujourd'hui, mais c'est toujours bien de refaire un point vraiment sur votre situation personnelle. Donc, on a cette possibilité de vous conseiller. Et après, on accompagne sur toutes les démarches administratives. Et surtout, dans votre cas, pour la plupart d'entre vous, j'imagine que vous souhaitez vous lancer seul. Donc, ce qui est top avec Swappen, c'est qu'on ne prend pas d'honoraires sur l'accompagnement. Donc c'est pour ça. Faites-vous accompagner plutôt que de le faire seul et de faire des erreurs. Donc voilà. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Lucie. Merci à tous. Et puis, on vous dit à très vite pour les prochains lives. À bientôt. Merci à tous. Très bonne journée.